Du coup, clitoria, clitoris, rentrons directement dans le sujet. C'est difficile dans ces moments intimes où... Du coup, Jennifer, lors d'un premier rendez-vous, premier date, est-ce que tu abordes le sujet de la drépanocytose directement? Produire cet instrument est très douloureux. Et nous, on met en place des prélèvements. Le grand O, le grand orgasme, serait un antidouleur et pourrait soulager. On va rentrer dans une espèce de cancan, de petite bulle. L'autre personne a des envies, mais c'est pas le moment où nous, on a envie non plus. De maladie, nous jugeons non attirants parce que nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, parce que nous sommes souvent à l'hôpital, parce que nous avons mal et parce que nous ne sommes pas fiers de ce corps qui fait mal et qui est douloureux au quotidien. Peut-on parler de sexualité, désir d'enfant et de handicap sans tabou? Bienvenue dans Passion en cuisine, le rendez-vous Remède où la santé se vit en gourmandise et en vérité. Aujourd'hui, je vous emmène au Café Art, un café inclusif où on valorise le travail de personnes en situation de handicap à Fort-de-France. Pour la Saint-Valentin, on va donc explorer amour, intimité et, en lien avec la drépanocytose, la première maladie génétique au monde qui touche tout particulièrement nos communautés mais qui reste encore très méconnue. Pour nous guider, nous avons le soutien du CREPS via son centre de ressources handicap, sexualité, parentalité, car il s'agit d'un acteur clé pour avoir une vie affective inclusive. Alors, on passe en cuisine ? Bonjour mesdames! Alors, aujourd'hui, on est avec Mélanie, qui est artiste culinaire de chez Nuance Créole, qui nous a concocté un petit menu pour la Saint-Valentin. On est aussi avec Jennifer, qui vit au quotidien avec la maladie de la drépanocytose. Et on est avec Marielle Richer, qui est sage-femme et sexologue, qui travaille aussi avec le CREPS. Du coup, Mélanie, quel est le petit programme que tu nous as prévu aujourd'hui ? Du coup, j'ai pensé à un menu à la fois sain, élégant et léger, travailler avec des produits locaux. Il est riche du coup en oméga 3, en vitamines, en fibres et en minéraux. Et il va aussi favoriser la bonne digestion. Super, je vois que tu nous as préparé aussi des petites infusions. C'est ça, alors là c'est une infusion signature, atumo, hibiscus et fèves de tonka. Donc qui va être antioxydant, hydratant. Et le thé noir va venir stimuler le corps et l'esprit. Du coup Marielle, qu'est-ce que t'en dis de ce petit menu ? Merci chef, super combo. Dans le cadre de la maladie de la drépanocytose, il faut s'hydrater en permanence et trouver des alternatives saines et durables. Et grâce à l'Atumo, on va pouvoir renforcer nos défenses immunitaires. Alors Jennifer, pour les personnes qui ne connaissent pas ta maladie, qu'est-ce que ça représente au quotidien ? Alors déjà, c'est une maladie du globule rouge et en permanence, ça déclenche des crises, c'est fatigant. Donc, manque d'oxygénation lié au fait que les globules rouges ne circulent pas facilement dans les veines. Donc, c'est pour ça que l'hydratation, c'est très important pour nous. Au quotidien, c'est fatigant, donc beaucoup de repos et savoir s'adapter, écouter son corps pour pouvoir adapter notre quotidien. On parle en général de douleur invisible. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, toi, au quotidien ? Je dirais même plus un handicap invisible. Donc, au quotidien, c'est difficile parce que pour le travail, des fois, c'est pas facile de lier le travail et la maladie. Donc, on a des absences liées aux soins et ça génère beaucoup d'absences et même des fois des crises imprévisibles qui peuvent se déclencher à n'importe quel moment. En cas de crise, en général, tu es plus chez toi, tu dois aller à l'hôpital, comment ça se passe ? Alors, en général, c'est chez moi que je gère les crises. Et si c'est vraiment insupportable, c'est à l'hôpital. Et là, on nous prend en charge et c'est morphine tout de suite. Donc, voilà. Donc, Madame Richer, on est ici avec le CREPS. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle en tant que sage-femme et sexologue avec cette structure ? Le CREPS, c'est le centre de ressources en éducation pour la sexualité et on a mis en place une entité pour les personnes spécifiques, pour les personnes en situation de handicap. Moi, mon rôle en tant que sage-femme sexologue, je fais des consultations une fois par mois. Qui sont entièrement financés par les organismes publics afin de permettre à ces personnes d'être dans un cocon inclusif pour qu'ils puissent parler
de ce qu'ils sont, mais également parler de leur sexualité. C'est très difficile de séduire lorsqu'on ne se sent pas attirant. Et c'est très difficile, du coup, dans cette société qui est plutôt hétéronormative, de pouvoir s'ancrer cette sexualité dans cette différence singulière. Et elle a très bien expliqué le combat qu'elle met au quotidien, mais elle a la valeur de la vie, elle aime la vie, elle entend les oiseaux chanter, ce que nous sommes pas forcément capables de mettre en place. Et c'est ce côté positif que nous allons mettre en évidence pour leur permettre d'aimer cette vie différente, singulière. Du coup, Mélanie et Jennifer sont en train de nous préparer notre petite entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois du thon. Mélanie, éclaire-nous. Alors du coup, on va avoir un tartare de thon, grenade et combava. Ça a l'air délicieux. Je pense qu'on va se régaler au cours de ce petit menu et se régaler et faire du bien aussi à notre corps parce que j'ai compris que c'était un menu quand même un peu adapté. Et je pense qu'on va se régaler hein, parce que J'espère. vu de près là comme ça, c'est. Bon, on peut se diriger à table pour pouvoir continuer notre petite discussion tout en intimité. En tout cas, ravi d'être là avec vous. Commençons cette petite discussion en toute intimité. C'est délicieux. Alors, dans le cadre de la Saint-Valentin, parlons un peu d'amour, d'intimité, de relations. Du coup, Jennifer, lors d'un premier rendez-vous, premier date, est-ce que tu abordes le sujet de la drépanocytose directement? Non, c'est pas un truc que j'aborde directement parce que c'est un peu un sujet un peu difficile à aborder. Et Pourquoi c'est difficile pour toi d'aborder ce sujet? parce que en fait, déjà dans notre quotidien, c'est un peu lourd à porter. Même avec la famille, on se sent embarrassé, encombré. On a l'impression de gêner. Et puis donc. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui perturbe ton processus de séduction? Comment tu arrives à pallier ça? Est-ce que tu l'abordes plus tard? Je l'aborde plus tard, c'est quand ça vraiment on a construit une relation de confiance que après on aborde le sujet. Mais après ça reste un peu quand même difficile parce que dans le quotidien c'est au niveau intimité c'est l'autre personne ne comprend pas les moments de fatigue, On comprend pas les moments de fatigue. Est-ce que toi, du coup, quand tu cherches quelqu'un dans ta vie, il y a des qualités particulières que tu vas rechercher par rapport à ça? Est-ce que toi, tu vas adapter ta manière de relationner? Est-ce que mentalement, comment ça se passe pour toi? Ou comment ça s'est déjà passé dans le passé, du coup? En fait, pour la recherche d'une relation, c'est pas un truc que je recherche d'abord, c'est déjà si la personne me plaît. Et puis pour la construction de la relation, c'est on va rechercher quelqu'un qui sait, qui comprend. Et donc on essaie d'expliquer la maladie au quotidien pour qu'il puisse nous aider avec la maladie, nous accompagner. Et puis, pour pouvoir aussi être compréhensif, faut qu'il soit compréhensif des moments de doute, ou lorsqu'on est en crise, pour pas qu'il soit en panique et puis savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quand même un sentiment très lourd, ce que décrit Jennifer. Comment vous pouvez aider justement les femmes à se réapproprier leur image un peu de séduction, et aussi de pouvoir en fait aborder le sujet de la drépanocytose ou de l'handicap au sein d'une phase de séduction. Jennifer parle de la partie négative qu'on verrait en premier lieu sur ce que la drépanocytose va engendrer dans son quotidien, mais elle va avant tout engendrer pour elle une hypersensibilité et une hypersensualité. C'est-à-dire que Jennifer a la capacité, en regardant quelqu'un, en parlant avec cette personne, de ressentir qui elle est. Et elle a ce petit plus qui fait que, en sa présence, sans parler, elle va pouvoir nous comprendre et il va émaner d'elle
je dirais, une empathie permanente. Et dans notre prise en charge, au sein du CREPS, on va plutôt axer sur cet atout séduction, c'est-à-dire que on est dans une relation d'amour, on parle de la Saint-Valentin. Quand on aime quelqu'un, on l'aime tel qu'elle est et on aime l'autre tel qu'il est. Et il y a des moments où elle est fatiguée, il y a des moments où elle est moins fatiguée, et même quand elle est fatiguée, elle est un être humain appréciable, je dirais même mémorable, et c'est ce qui est important de retenir dans tout ça. Est-ce qu'il y a une sorte de tabou concernant la vie relationnelle et la vie romantique des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, ou quelque chose justement aussi qui peut, Jennifer, te faire hésiter à te mettre dans ce genre de situation? Dans une relation passée où justement les moments de fatigue où l'autre personne ne comprenait pas et pensait que c'était parce que j'avais une autre relation en dehors, donc l'autre personne ne comprenait pas que c'est juste que je suis fatiguée, j'avais pas, à ce moment-là, ce n'était pas le bon moment. Et c'est difficile dans ces moments intimes où l'autre personne a des envies, mais c'est pas le moment où nous on a envie non plus. C'est là que la communication avait bêché, en fait. On était dans quelqu'un qui était, je dirais, dans une jalousie permanente et qui n'était pas en mesure de rentrer dans la vraie symbolique de la communication avec toi. Et je prends souvent comme exemple avec mes patientes, c'est que on se dit, j'ai fait une erreur, j'ai pas trouvé le bon, ça veut dire que je suis condamnée à ne jamais trouver le bon. Mais ça veut dire que justement, à contrario, tu ne rechercheras pas par la suite ce genre de personnalité pour toi, pour ta vie. Tout ce qu'on vit, c'est une expérience. Et chaque expérience est positive. Moi, j'ai une question. Ça semble quand même être une expérience assez isolante où on peut se sentir seul facilement. Est-ce que tu as déjà eu cette impression justement que tu ne pouvais pas partager cet aspect de fémininité autour de toi avec des personnes qui ne portent pas forcément le handicap? Est-ce que tu as ce sentiment de solitude? Oui. Parce que, bon, c'est... Au-delà de la maladie, j'ai une personnalité très renfermée, très réservée, et c'est vrai que c'est un peu difficile de construire des relations comme ça, parce que je me suis renfermée sur moi avec la maladie, donc la communication a été plus difficile aussi. C'est la crainte du jugement des autres. Voilà. Justement, comment on peut éviter que la maladie devienne en fait un poids dans la vie relationnelle? Comment le CREPS aussi aide à briser ce silence, ce tabou autour de ce besoin? En fait, c'est un droit, hein, le droit de relationner, le droit d'échanger. Et comme je disais, lorsque nous, en situation de handicap ou de maladie, nous jugeons non attirants parce que nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, parce que nous sommes souvent à l'hôpital, parce que nous avons mal et parce que nous ne sommes pas fiers de ce corps qui fait mal et qui est douloureux au quotidien, on ne peut pas être dans une situation où on va vouloir attirer d'autres, puisqu'on va rentrer dans une espèce de carcan, de petite bulle. Et il y a des associations qui vont nous permettre de discuter, entre autres, entre pairs, de se retrouver et de nous valoriser dans ce que nous sommes. Donc il y a un besoin en soi d'entre-soi pour qu'on comprenne, pour pouvoir se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes enjeux, qui peuvent avoir les mêmes difficultés entre nous. Est-ce que toi c'est quelque chose, une ressource que tu as actuellement? Oui, entre Drépano, on arrive à discuter de ces relations où je connais quelques patients qui sont en couple et qui ont réussi à construire cette relation de confiance. Et donc c'est là qu'on essaie de trouver en discutant, qu'on essaie de trouver des petites astuces pour pallier aux difficultés qu'on a déjà. Et en général, cet entre-soi, tu le retrouves comment? Est-ce que c'est au sein d'une association ou est-ce que c'est juste des personnes que tu connais au fur et à mesure des années? Alors, je suis au sein de l'association A72972 qui
qui organise des groupes de parole le vendredi à la mairie du Lamentin. Et puis sinon il y a la PIPD aussi qui fait aussi des trucs pour les enfants, le Noël des enfants, des chasses au trésor, des ateliers. Donc c'est au sein des associations on se rencontre, mais aussi lors d'hospitalisation, on arrive à créer des liens et puis en dehors des associations, on arrive à se voir et puis Est-ce que ça fait du bien, du coup, de parler avec des personnes qui comprennent ce que tu vis, qui ont les mêmes enjeux? oui, ça fait du bien et puis comme ils comprennent. Donc c'est des personnes qui comprennent ce que tu vis, donc ils arrivent à te rassurer, je veux dire. Les personnes qui ont plus d'expérience arrivent à te rassurer sur certains points. Et donc c'est des échanges qui nous permettent de mieux vivre la maladie et les relations aux autres. Moi, j'ai une petite question parce que là, on parle du fait de ne pas forcément comprendre la personne avec qui on relationne. Une personne atteinte de drépanocytose peut également aussi relationner avec une autre personne atteinte de drépanocytose. Est-ce que là, ça va créer un contexte où il y a plus de compréhension, plus de communication, où on va se dire que ce sera... Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est déjà venu à l'esprit ou au contraire, tu t'es dit que ça allait faire double charge? Alors, je dis pas qu'il faut forcément aller chercher la case, oui, atteinte de drépanocytose. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé aussi? Tu t'es dit, peut-être qu'il y aura plus de familiarité. En fait, dans la relation intime, je vais dire, c'est pas une personne que je vais chercher parce que pour les enfants, pour faire des enfants, je veux pas que ça, qu'on ait des enfants atteints de la drépanocytose. Et mais c'est après, on ne sait pas sur qui on tombe. Donc, mais c'est vrai qu'on fait attention à cette particularité-là de savoir si l'autre personne est atteinte de la drépanocytose ou bien a le gène porteur pour, dans l'optique de faire des enfants, qu'on ne fasse pas des enfants drépanocytaires. Alors, je voudrais étayer ce que tu viens de dire. La drépanocytose, c'est une maladie, un gène récessif. J'introduis doucement le diagnostic préimplantatoire non invasif ou DPI dans le cadre de la PMA, de la MP. Ce sont deux personnes, une personne qui a la maladie et l'autre personne qui porte le gène. Ils peuvent bénéficier de cela. Donc on fait ce qu'on appelle une fécondation in vitro. Donc on va piquer, on va faire des injections hormonales, on va passer en ponction ovarienne et puis on va faire un bébé entre guillemets éprouvette et puis on va prélever des cellules et on va essayer de savoir. On va réimplanter uniquement des embryons qui n'ont pas la maladie. Mais malheureusement, il y a que 5 centres en France qui proposent cette méthode, pas du tout aux Antilles. Et puis ce sont des techniques qui sont assez, je dirais, dangereuses entre guillemets, parce que dans le cadre de la drépanocytose, il y a des problèmes de circulation veineuse, il y a déjà des problèmes également, plus gros risque de thrombose, donc il faut qu'elle soit stable, il y a beaucoup d'anémie également, il faut pas qu'elle soit anémiée, et même pour débuter une grossesse, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, j'en parle déjà, ça se fait en concertation avec le centre de drépanocytose, le médecin, parce qu'ils prennent des médicaments qui sont pas forcément compatibles avec la grossesse. Et puis surtout, il faut que madame aille bien, qu'elle ne soit pas souvent en crise, qu'elle ne soit pas anémiée. Mais ce sont des grossesses qui sont possibles, qui sont suivies de façon très étroite et qui font de merveilleux bébés. Eh ben, tout à l'heure, on reviendra sur ça, justement, sur le désir de parentalité, comment ça peut être quelque chose qui est prévu en amont, quelque chose qui peut être aussi peut-être source d'anxiété. Mais oui, on reviendra sur ça un peu plus tard. Du coup, qu'en dites-vous de cette petite entrée riche en oxydants et riche en goût? Ouais, c'est très bon. Le combava acide. L'acidité de la grenade, très rafraîchissant. Comme quoi, on peut manger sain et bon.
Moi, j'ai une question pour Marielle. Toi, quand tu discutes, est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir accompagner justement, en tant que sexologue, des femmes ou des personnes en situation de handicap qui souhaitent relationner mais qui ne savent pas forcément comment faire, par où commencer? Parce qu'il y a aussi un aspect qui va au-delà de la médecine physique, c'est aussi un peu de la médecine mentale, une préparation particulière pour pouvoir, même en tant que personne en n'étant pas en situation de handicap, c'est pas forcément évident d'aller vers l'autre pour pouvoir relationner. Donc comment vous avez en fait ce petit je ne sais quoi qui aide les personnes en situation de handicap? De toute façon, quand on est attiré par l'autre, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous guider, hein, par définition. Et puis ensuite, ce que tu voulais mettre en évidence, c'est le fait que les personnes imaginent toujours une sexualité de telle ou telle façon, ce qu'on appelle l'hétéronormativation de l'image de la sexualité. Et là, on rentre dans une dimension sensuelle, tendre, de respect de l'autre. On va être dans une sexualité non pénétrative avec un échange de regards. On va explorer le corps. On va utiliser la peau, qui est l'organe le plus grand du corps et qui n'est pas moins riche en sensations. Et c'est peut-être ce petit truc-là qu'on va échanger avec les personnes, mais également avec le partenaire. Et j'insiste encore, la personne va être attirée par l'autre, même si elle n'est pas en situation de handicap, parce elle a des sentiments, elle aime cette personne et elle l'aime telle qu'elle est. Et très souvent, la personne en situation de handicap parce qu'elle sait qu'elle vit un quotidien qui est pas facile, elle va avoir tendance à ne pas se plaindre, même pas du tout, et à subir des événements dans la vie intime pour justement ne pas choquer l'autre. Et notre attitude est surtout de restaurer la communication. Qu'elle puisse communiquer parce qu'ils s'aiment. Et quand on s'aime, on peut tout se dire. Donc la communication, le nerf de la guerre. Très important. Et vraiment, je voudrais vraiment remercier Jennifer parce que grâce à elle, plein de personnes vont se retrouver dans son quotidien et ça va vraiment aider. On est là pour lever des tabous en soi. Donc, Oui. Et j'espère justement, à travers ça, que lever le tabou justement dans notre quotidien, parce que c'est pas évident d'en parler tout de suite. Et la drépanocytose, déjà, comme c'est un handicap invisible et c'est lourd, donc pour la personne lambda, elle va pas voir. Il nous voit debout là, mais il va pas comprendre. Et il va se dire, ah, mais elle a rien à elle, donc... C'est important pour toi quand même de mettre cet accent sur cet handicap invisible, parce que comme tu dis, on ne le voit pas, donc le tabou en soi, c'est d'en parler. Mais qu'est-ce que toi tu aimerais dire justement par rapport à cette maladie? Que c'est possible de faire des choses, que on est des personnes comme tout le monde. Même si au quotidien c'est pas facile, mais on est des personnes comme tout le monde et de savoir s'adapter, de savoir identifier les causes pour pouvoir pallier les difficultés au quotidien. Je vois que on a bientôt terminé notre entrée. On va passer à une partie un peu plus croustillante. On va rentrer encore plus en profondeur. Peut-être pas dire ça comme ça, mais on va rentrer plus en profondeur, oui, c'est une belle image. On va rentrer plus en profondeur pour parler de l'intimité. Je finis ma bouchée. Parler de l'intimité, de la sexualité, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter une préparation certes mentale, mais également peut-être physique. Vous avez évoqué le fait que il y aurait un certain type de sexualité adaptée, plus loin de l'hétéronormativité. S'il y a des exemples ou s'il y a des choses à nous présenter, je pense qu'on va aborder ça autour de notre plat principal. Et puis nous sommes à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin n'est pas forcément synonyme de personnes qui sont en couple. Exactement. Je vais parler également des accessoires que nous pouvons mettre en place, même tout seul, et qui vont en plus aider pour combattre la douleur. Mais c'est ça, parce qu'en soi, l'épanouissement sexuel ne se fait pas qu'avec un partenaire, effectivement, ça peut se faire aussi avec soi-même. Et comment on anticipe ça aussi en tant que personne porteuse d'un handicap. Si Jennifer est à l'aise pour nous en parler.
Ah, il y a des fleurs de clitoria. C'est ça. Mhm. Donc pour le coup, c'est avec le sujet dont on est en train de parler. Alors là, vous avez un filet de poisson snacké, sauce passion, pak choy et carottes à la vanille. Bonne dégustation. Merci. C'est beau et en plus, ça a l'air d'être bon. Du coup, clitoria, clitoris, rentrons directement dans le sujet. Sans préliminaire, n'est-ce pas? Sans préliminaire, mais toujours avec consentement, bien évidemment. Du coup, quand on est atteint de drépanocytose, il y a le fait d'avoir des crises. Le corps souffre. Est-ce que c'est difficile de pouvoir naviguer une relation intime quand il y a en fait cette appréhension d'avoir des crises? Est-ce que c'est quelque chose en fait qui laisse de la place tout de même pour le désir? Oui, ça laisse quand même la place pour le désir, puisque quand on apprend à gérer nos crises, donc on arrive à espacer les crises, à prévoir, entre guillemets, les crises. Donc, en grandissant, on arrive à quand même détecter ce qui nous permet d'éviter les crises en buvant beaucoup, en appliquant certaines choses qui permettent. Donc, pour la vie intime, les désirs d'enfant, pour certaines, ça laisse la place pour la parentalité et la sexualité aussi. En termes de désir, est-ce que ça peut quand même... Alors, on sait que quand on est en crise, c'est une situation quand même assez particulière. Composer dans un couple, c'est aussi composer avec ses désirs, mais les désirs du partenaire aussi. Est-ce que parfois, il peut y avoir de la culpabilité de ne pas pouvoir avoir une sexualité, on va dire, régulière ou qui dépendent en fait de cette planification et de cette anticipation des crises? Ou c'est quelque chose que tu as dépassé totalement et... je parlerai, c'est une constatation pour ma part que c'est pas une planification, mais c'est vrai qu'on culpabilise de ne pas pouvoir répondre aux désirs de l'autre et le partenaire a des envies et c'est vrai que des fois on n'arrive pas à répondre à ses besoins, puisque la douleur est tellement intense que on ne peut pas l'accompagner dans ce désir. Et en ce qui concerne le désir personnel, je crois que, à ma connaissance, le grand orgasme serait un antidouleur et pourrait soulager. Est-ce que, Madame Richer, vous avez des petits tips ou des petits conseils en fait aussi, que ce soit en perso, que ce soit en couple, afin de pouvoir conserver en fait cette intimité, qu'elle soit personnelle ou à plusieurs? Moi, j'aimerais avant tout rassurer, parce que en réalité, il faut pas perdre d'esprit que ce qui nous permet d'avoir envie, d'avoir du désir, de l'excitation, c'est le système parasympathique, mais qui est synonyme de paix, de bonheur, d'allégresse, de sentiment de sécurité. Or, lorsque j'ai mal, par définition, je suis agressée et par définition, c'est pas les priorités. Donc et le partenaire qui m'aime et qui a des sentiments amoureux pour moi ne peut pas être dans une situation où il a envie de se satisfaire puisqu'il voit que et par définition, il va être peiné par cette souffrance et par définition, ce sera pas non plus sa priorité. Donc moi, je pense que le plus important, c'est de rester à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être ensemble, de s'aimer tel qu'on est. Et puis, si je suis toute seule, ça fait un petit peu jugeant. Je ne suis pas en couple. J'ai envie de me faire plaisir et je me demande comment me faire plaisir et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place. Je vais partir à l'exploration de mon corps. J'ai du mal à faire l'exploration de mon corps. Pas que j'ai peur de demander conseil à un professionnel pour m'accompagner. Dans le cas de la drépanocytose, on a un problème d'hydratation permanente, donc très souvent les muqueuses sont sèches. Et très souvent le vagin est sec également. Et on sera pas forcément sur des jouets qui seront pénétratifs. On sera plutôt sur des choses externes,
je vais parler des stimulations clitoridiennes avec l'air pulsé. J'ai pas donné de fabricant, attention. Et puis, on est passé directement au clitoridien, mais en fait, le plus important, c'est l'enveloppe. Parce que si je ne prends pas le temps d'être blotti l'un contre l'autre, par exemple, elle disait, moi, quand j'ai mal en cas de crise, j'ai pas envie. Mais j'ai toujours envie d'être blotti dans les bras de quelqu'un, je sais pas si je me trompe, et j'ai toujours envie de m'endormir dans les bras de la personne que j'aime. Non? Bon, pour mon cas, c'est personnel, moi. Faut me laisser tranquille. Voilà. Faut pas me toucher, tout mon corps me fait mal. Oui. Ne me touchez pas. Voilà. Et, Aftercare. par hasard, l'autre fait juste un bisou dans le cou et me tient la main, sans être trop serré. Est-ce que ça aussi, ça fait du bien ou pas du tout? Pas du tout. Dans mon cas, faut pas me toucher. Je suis très sensible lorsque j'ai des douleurs, donc faut pas me toucher à ce moment-là. Eh ben, ce qui est bien, c'est la communication. Discuter avec l'autre. Parce que si l'autre ne le sait pas, l'autre va le prendre comme une agression et il va avoir peut-être tendance à penser que tu ne l'aimes plus ou que tu ne penses pas à lui, tandis que tu es en train de mettre ton cocon et que justement tu ne veux pas forcément être trop expressive et lui faire partager ta souffrance parce que tu ne veux pas l'inquiéter. Donc l'idée justement c'est de mettre en place cette communication et puis je ne suis pas tout le temps en crise. Et lorsque je ne suis pas en crise, j'aime bien me blottir dans les bras l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et ça, c'est une sexualité. S'endormir nu dans les bras de son partenaire, c'est une sexualité. Et si je n'ai pas de partenaire, je suis contre mes draps, je frotte le drap contre ma peau, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai un orgasme, je libère de l'adrénaline, j'ai un puissant antidouleur et je souris à la vie. Moi, j'ai tout de même une question en tant que sexologue et sage-femme. Est-ce que tu as déjà eu à accompagner comment se passe cet accompagnement en fait avec des personnes qui ont cette spécificité d'avoir une personne qui est porteuse d'un handicap dans la relation? Alors, j'ai déjà vu ce cas de figure. J'ai envie de parler de la drépanocytose en particulier. Je travaille avec le gynécologue, avec le médecin du pôle drépanocytaire, mais également avec la MFME. Et on va mettre en place un suivi pluridisciplinaire. Elles vont être très surveillées. Et le compagnon, le partenaire de vie, je dirais qu'il reste à sa place, mais en même temps, on ne le regarde pas trop parce que ce qui nous intéresse, c'est la vie de madame et son enfant. Et c'est vrai que ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être écoutés dans leur souffrance, dans leur quotidien. Et je pense que ça manque énormément, en réalité. Cet espace sécuritaire où on pourrait parler, s'exprimer librement, en dehors du moment de crise, parce que de toute façon, quand on est dans le cadre d'une grossesse, c'est une grossesse qui est suivie de façon très étroite, qui est par définition pathologique, et cet accompagnement va se faire en amont, en réalité, et peut-être sur toute la vie. Mais en amont de la grossesse, est-ce qu'il y a parce que en soi, quand on n'a pas de désir d'enfant, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un enfant, est-ce que le rôle d'un sexologue aussi, c'est pouvoir accompagner dans cette démarche de sensualité, cette démarche d'intimité? La place du sexologue, c'est dans une situation, entre guillemets, d'accompagnement. D'accord. C'est-à-dire que les deux ne retrouvent pas leur place, ils ne sont pas à l'aise dans leur sexualité, ou ils se demandent s'ils font bien. J'ai ça aussi. On est très dans la comparaison des chiffres, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, il faut pas avoir peur de franchir le pas. D'autant plus qu'au CREPS, on offre des consultations sans avance de frais, dans le cadre du CHRSP. Du coup, Jennifer, tu nous as dit que tu as déjà été dans une relation, donc tu as déjà réussi en fait à naviguer vie sexuelle avec ta maladie. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des préparations? Est-ce que c'était quelque chose d'assez fluide? Raconte-nous. En fait, c'était de mon côté, c'était pas fluide parce que il y a des moments où c'était compliqué et il y a des moments où la personne en face avait désir et moi moins à ce moment-là. Comment ça se gère ça? Mais mentalement,
pour moi, ça a été difficile parce que déjà, aider le compagnon allez, comment est-ce que... Oui, Assouvir ses besoins, c'est ça? oui. Et en même temps, moi, j'ai pas envie non plus. Bah oui, d'aller au-delà de ce que toi tu veux et ce que tu peux. Oui. Sans genre une culpabilité permanente. Voilà. On se sent coupable de pas pouvoir satisfaire le compagnon et en Obligé même de le temps, faire en même temps. voilà. C'est une situation qui est pathologique. C'est-à-dire que l'autre nous aime tel que nous sommes et, En principe, et il n'est pas censé être dans une démarche culpabilisatrice vis-à-vis de l'autre qui n'en a pas envie, qui est en souffrance. Et je dirais que cette situation pathologique t'a peut-être permise de prendre une décision à un moment donné. Oui. Et, ça m'a permis de me situer, moi, je dire non, là, c'est pas pour moi. Et c'est trouver mieux, enfin, trouver une relation où je me sens bien aussi. Et il n'y a pas que, c'est une relation de confiance et donc faut trouver le juste milieu. Est-ce que tu as l'impression qu'à l'issue de cette relation, tu t'es dit, je ne vais plus jamais être en couple parce que c'est pas fait pour moi, parce que il faut absolument assouvir l'autre? Ou est-ce que dès le départ, tu as pris conscience de la situation pathologique que tu vivais? J'ai eu, à l'issue de cette relation, j'ai eu un moment de doute où je n'en voulais plus. Et là, au fur et à mesure, j'essaie de me reconstruire, on va dire, de me dire, y a pas, je suis comme tout le monde en voulant une relation saine et Mais en tout cas, moi, je te félicite pour ton courage et je suis sûre et certaine que plein de personnes ont besoin d'entendre ton témoignage parce qu'en fait, on va choisir quelqu'un à notre image. C'est-à-dire que on va être attiré par quelqu'un qu'on pense être de notre espèce. Je m'explique. Je prends toujours l'exemple du vilain petit canard. À la base, il était vilain parce qu'il est laid et tout le monde le trouvait laid. Et puis quand il a grandi, on a vu qu'il était magnifique parce que c'est devenu un cygne, C-Y-G-N-E. Et les canards qui le trouvaient laid, qui sont venus des canards, ont vu à quel point ils étaient laids eux. L'idée, c'est que si moi je pense que je suis un canard, je vais vers un canard, alors qu'en fait je suis un cygne, il n'est pas de mon espèce. Donc ça peut pas se matcher entre nous. À l'époque, je pense que tu avais une autre vision de toi-même, qu'au jour d'aujourd'hui, tu as fait l'acquisition. Tu n'étais pas fier peut-être de qui tu es et tu n'avais pas conscience de qui tu es. Et en ce moment de Saint-Valentin, je pense que c'est super important qu'on puisse se permettre, et là tu as pris le temps de te connaître, tu as pris le temps de faire le point avec je te laisse nous dire qui tu es en réalité. moi justement c'est le côté santé mentale parce que là on entend parler de culpabilité, de perception de soi, donc il y a un bel aspect de santé mentale et d'estime de soi. Est-ce que toi c'est un travail est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que toi c'est aussi quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant en fait, le fait de savoir parler et le fait que cette parole puisse être thérapeutique aussi? J'ai fait une formation d'estime de soi et une formation de l'éducation thérapeutique. Et justement, ça m'aide de plus en plus à m'exprimer et trouver qui je suis justement. Une patiente ressource qui permet d'aider les autres quand des difficultés que j'ai eues. Et puis accompagner aussi dans le quotidien les autres patients dans diverses questions qu'on se pose. Pourquoi c'était important pour toi justement d'être une patiente ressource?
Est-ce que toi, à un certain moment, tu as senti qu'il y avait ce manque justement de ressources? Quel a été le point de départ en fait de cette volonté? Eh ben parce que en fait, déjà, j'ai eu une impression qu'on n'était pas assez écouté et que on était personne à part. Donc, faire le lien entre les soignants et les patients et aussi que les patients aient leur mot à dire sur ce qu'ils ressentent. Et nous sommes conscients de l'importance des patients ressources dans toutes les maladies, dans toutes les situations. Nous apportez beaucoup dans le vécu des traitements, dans votre quotidien, mais également des astuces que vous mettez en place pour pouvoir vivre au quotidien. Et justement, il y a beaucoup de patients qui sont en difficulté parce que ils se sentent pas assez écoutés. C'est ce que je suis passée par là, qui se sentent pas assez écoutés et ça engendre encore plus la maladie, ça engendre plus de difficultés dans la maladie. Et c'est un cercle vicieux puisque. Donc quand on pense à la drépanocytose, on pense beaucoup aux crises, à l'aspect physique, mais en soi l'aspect mental aussi, il faut le choyer. Oui, parce que l'aspect mental, on se sent coupable en même temps d'être là. Et en même temps, comme c'est invisible, donc les gens ne comprennent pas ce qu'on vit au quotidien. Les gens pensent qu'on fait exprès. C'est ça aussi la double peine en fait des handicaps invisibles, c'est que les personnes ne voient pas, ne considèrent pas, et pour pouvoir exprimer sa douleur, il faut comme l'exacerber pour que les gens comprennent. Je sais que par rapport aux douleurs chroniques, souvent c'est ça qu'on doit expliquer, que oui, c'est bien au quotidien, c'est pas du semblant, c'est pas quelque chose qu'on invente, quoi. Moi, je pense que quand on regarde l'autre, on le voit. Mais très souvent, on rentre dans une automatisation et on ne prend pas le temps de regarder l'autre. Donc, je prends souvent, je finis l'exemple du canard, du vilain petit canard. Si moi, je m'imagine d'une espèce donnée, je vais être attirée par des personnes de la même espèce. Nous sommes dans une situation de carnaval, je me déguise en canard et je suis un loup, je vais être attirée par les canards. Et grâce à ce que tu as mis en place, Jennifer, sur comprendre qui tu es, comprendre où tu vas, comprendre quelles sont tes priorités, mais tu vas être attiré par des personnes qui sont de ton espèce. Et j'insiste dessus pour comprendre que chaque situation qu'on vit est importante. Et c'est grâce à cette situation que tu as pu accéder à cette nouvelle phase de ta vie. Du coup, Mélanie, c'est un très beau dessert. Qu'est-ce que c'est? Merci. Alors là, vous avez mascarpone au thé noir, pamplemousse et une petite poudre de pamplemousse. Super, merci beaucoup. Avec notre fameuse clitoridia. Toujours. Du coup, là, on en est au dessert. On va parler peut-être des perspectives d'avenir. Est-ce que devenir maman, c'est quelque chose que tu t'autorises à envisager dans ton futur? C'est pas une chose que j'ai envisagée parce que pour moi c'est quelque chose de compliqué parce que déjà être en crise et s'occuper de l'enfant c'est compliqué et aussi le risque de faire un enfant porteur de la maladie, pour moi c'est aussi quelque chose qui est compliqué parce que pour moi déjà, sachant ce que j'ai vécu, je veux pas que l'enfant ait à vivre la même situation. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Ariel, dans quel cas un enfant peut être porteur aussi de drépanocytose? Comment ça se passe en termes de porteur sain, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la maladie? La drépanocytose, comme elle expliquait, c'est une anomalie de forme des globules rouges. Donc, quand on est malade, on a les globules rouges qui sont en forme de fossiles, qui vont du coup moins capter l'oxygène, moins se pouvoir, parce que les globules rouges, ce sont des véhicules de l'oxygène dans l'organisme. Et comme ils sont en forme de fossiles, ils n'arrivent pas à circuler le sang. Donc, du coup,
l'oxygène. Du coup, le corps n'est pas bien oxygéné. Et les crises sont liées à un défaut d'oxygénation des différentes zones du corps concernées. Elle est atteinte de la maladie parce que peut-être que l'un de ses deux parents est malade et l'autre est porteur. Quand on est malade, on est SS ou SC. Ok. Et lorsqu'on est porteur, on est l'hémoglobine A. A, c'est l'hémoglobine normale, qui a une forme en ronde qui peut capter les molécules d'oxygène. Quand on est porteur de la maladie, on peut être AS ou AC. Puisqu'il y a la maladie SS et la maladie SC. Si on a un parent malade et un autre qui est porteur, il y a 50% de probabilité d'avoir un enfant malade. Et s'il y a deux parents qui sont porteurs, il y a une probabilité de 25% d'avoir un enfant malade. Donc, on peut mettre en place le DPI dans le cadre d'un parent malade et l'autre porteur, puisqu'il y a 50% de probabilité. Et il n'y a que 5 centres en métropole qui proposent cette alternative et il n'y en a pas aux Antilles. Et si il y a les deux parents qui sont simplement porteurs, donc 25% de chances de développer la maladie, on va simplement mettre en place un prélèvement de trophoblastes ou une amyosynthèse. Et s'il y a un parent qui est malade, mais que l'autre parent n'est pas malade? Alors, si on a deux porteurs sains, Oui. donc 2 AS, on a également 25% de D'accord. chances d'avoir la maladie. Donc toi, c'est quand même quelque chose qui t'inquiète de te dire que tu pourrais être avec quelqu'un qui serait porteur sain ou porteur de la maladie. Voilà, c'est parce que quand on tombe amoureux, c'est pas la première chose qu'on demande. Et tu porteur sain ou pas? Et lorsque la relation a bien débuté, c'est vrai que c'est lui demander de faire le dépistage pour savoir s'il est porteur de la maladie. C'est déjà un petit peu Intrusif. trop tard, j'aurais dit, puisque la personne a le gène donc, dans le désir d'enfant, c'est une question qu'on se pose. On va transmettre la maladie ou pas? Et le meilleur des cas, c'est qu'il sera AA, donc non porteur du gène. Et donc, C'est une possibilité. voilà, ça reste une possibilité. Donc, ne pas faire que des enfants juste porteurs du gène. Et ça, c'est pas une situation qui te dit que tu pourrais... Et dans ce cas-là, justement, comment on accompagne quand une femme atteinte de drépanocytose et qui a aussi un partenaire qui augmente les chances d'avoir un enfant atteint de la maladie? Comment on gère la grossesse? Comment on accompagne, en fait? Alors, on peut déjà, si il a fait le dépistage avant, ça veut dire que c'est une grossesse qui était programmée. C'est le meilleur des cas. C'est absolument qu'elle soit programmée, que la personne soit en dehors des périodes de crise, qu'elle soit bien équilibrée et que on donne l'accord, que ce soit au niveau du pôle drépanocytaire pour pouvoir débuter la grossesse. Et on a des possibilités. On peut mettre en place ce qu'on appelle le DPI, le diagnostic invasif, et là, on va passer par la PMA. Si le partenaire est porteur sain, Oui. Si le partenaire est AA, ben on va essayer tout simplement. Hein. Les probabilités sont minces qu'on a un enfant porteur de la maladie. Donc, en général, c'est lorsque le partenaire est porteur et que la personne est malade. Tout en sachant qu'aux Antilles, on n'a pas ce DPI. C'est seulement 5 centres en métropole qui l'offrent. Et sinon, la grossesse est enclenchée, on peut faire un prélèvement de trophoblastes ou une amyosynthèse où on va rechercher au niveau des cellules du bébé, quel est son statut vis-à-vis de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et ce que nous avons mangé ce midi est vraiment une illustration parce qu'il faut un environnement sain, comme elle disait. Quand on est dans une atmosphère toxique, avec un environnement psychologique délétère, on va augmenter le risque de crise. Et lorsqu'on est dans un environnement sain avec une alimentation équilibrée, nous avons de la pamplemousse, riche en vitamine C, antioxydants, nous avons des produits laitiers. Il faut, dans le cadre de la fertilité, éviter les toxiques, donc cigarettes, alimentation qui favorise l'oxydation, donc riche en carné, plutôt des assiettes bien colorées, telles que nous avons eues aujourd'hui,
une activité physique régulière. Le surpoids va également baisser le risque de fertilité, tout en sachant que les personnes qui présentent la drépanocytose, en général, n'ont pas de problème de fertilité. Le CREPS propose des ressources, notamment pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap dans cette démarche. Est-ce que tu peux nous parler du coup de comment on apprend à devenir parent différemment quand on est porteur d'un handicap? Les parents souvent craignent que l'enfant souffre de l'image du handicap. Et on anime des cafés sexos où on va, entre parents, discuter, encadrés par des professionnels dans cette aventure. Et puis, très souvent, on n'associe pas handicap et reproduction parce que on n'a pas envie que le handicap persiste dans la reproduction. On ne parle pas du handicap parce que c'est un sujet tabou, et on ne parle pas de sexualité parce que c'est un sujet tabou, mais quand vous mettez deux domaines totalement tabous ensemble, on dirait qu'on ne peut pas non plus en parler du tout. Oui. On ne va pas en parler du tout. Et l'idée, c'est de leur permettre d'accéder à cette sexualité dans leur singularité, dans leur aspect propre, unique, qui n'en est pas moins riche. On avait parlé d'une sexualité différente. On peut être en sexualité duelle. On peut être aussi en sexualité autonome. Donc, on va rechercher ce qui nous fait du bien. On peut mettre en place aussi un accompagnement avec des ergothérapeutes sur les instruments, les jouets, si la personne n'a pas l'usage de ses mains, par exemple. Au sein du CREPS, on va travailler avec les institutions, les personnes qui vont accompagner les personnes en situation de handicap, si elles ont envie d'avoir cette sexualité autonome, comment on va leur mettre à disposition ce jouet, qui va nettoyer ce jouet. Donc ça demande un accompagnement pluridisciplinaire pour qu'elles soient elles-mêmes, si elles sont en institution, elles sont chez elles, et si elles sont chez elles, il faut leur permettre d'être à l'aise chez elles, comme tout un chacun, en réalité. Mais en tant que... Excusez-moi, pour compléter ce qu'elle vient de dire, nos parents sont en surprotection de ce côté-là. Donc, déjà, l'handicap est un peu compliqué à gérer, et en même temps, ajouter la sexualité, c'est encore plus compliqué. Donc, les parents sont dans la surprotection de ce côté-là pour dire non, tu veux pas faire d'enfant parce que déjà tu sais pas te gérer. Donc il y a cette famille qui est autour, qui veulent nous protéger des risques. Des risques, ouais. Ils sont dans une moralisation excessive. Parce que, comme on est souvent, on culpabilise d'être dépendant, entre guillemets, des autres. Et un individu qui est en situation de dépendance est un enfant, par définition. Et un enfant n'a pas de sexualité. Et c'est ça le problème, en fait. Et nous, merci Jennifer pour ta remarque, on va parler aux parents, on va leur dire, mais oui, il est en situation de dépendance peut-être, mais il est majeur. Et à son âge, qu'est-ce que vous aimiez? Donc en soi, est-ce qu'on aurait une possibilité en fait de lever aussi ce tabou autour de la parentalité et de l'handicap? C'est pas parce qu'on est une personne en situation de handicap qu'on ne peut pas, comme on a dit, avoir une vie sexuelle et aussi être parent. Ben, je pense que c'est le rôle du patient partenaire, patient ressource, c'est de pouvoir en parler et lever le voile sur ces tabous où on n'est plus des enfants, on est des êtres humains aussi, qu'on a le droit aussi à une vie sexuelle, une vie romantique. En tant que sage-femme et même dans les accompagnements, tout ce qui est obstétrico-gynéco, est-ce qu'il y a une attention particulière faite pour les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites ou est-ce que c'est au bon vouloir? Comment ça se passe en réalité du côté médical? Parce que ça peut rassurer aussi en fait les personnes porteuses de handicap de se dire qu'il y aura une équipe médicale adaptée à leurs besoins. Il y a le dispositif Handi Gynéco qui a été mis en place via le CREPS. Donc,
il y a une négation de leur sexualité et une totale également négation très souvent du suivi gynécologique de ces femmes. Vous savez, le cancer du col de l'utérus est très répandu aux Antilles. Et il va être induit à cause du virus HPV. On parle beaucoup de la vaccination. On a beaucoup de spots ces temps derniers. Et c'est un virus, enfin c'est un cancer qui est induit à cause d'un virus. Et ce virus vient avec l'activité sexuelle. Donc quelqu'un qui n'a jamais eu d'activité sexuelle ne va pas être porteuse de ce fameux HPV. Et du coup, comme il va pas être porteur et comme la personne en situation de handicap n'a jamais de rapport sexuel, on va pas penser à lui faire des frottis. Et nous, on va mettre en place ce suivi, on va leur expliquer, on a ce qu'on appelle le spéculum, c'est un instrument comme des becs de canard qu'on met dans le vagin pour regarder le col. Ce sont des femmes qui souffrent très souvent de sécheresse vaginale ou qui ont mal au bassin. Donc, introduire cet instrument est très douloureux. Et nous, on met en place des prélèvements juste en mettant nos deux doigts sans le spéculum. La première consultation, on leur explique qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et puis, on va leur permettre d'hydrater ce vagin avec toutes sortes de produits parce que justement, c'est pas qu'un frein à l'examen gynécologique, c'est une douleur quotidienne d'avoir cette sensation de brûlure, de sécheresse en permanence, et puis ça va les empêcher d'avoir une sexualité en réalité. Donc ça nécessite quand même une adaptation de la part du corps médical. C'est quelque chose qui doit venir aussi du corps médical. Ça vient du corps médical, mais ça vient d'un besoin, c'est-à-dire que la personne qui va faire la formation a une attention particulière parce que c'est une consultation qui prend du temps. Qui nécessite une mise en place, c'est-à-dire qu'il faut que on a une obligation que le local soit adapté aux personnes en situation de handicap, d'accord? Mais en pratique, c'est pas souvent fait. Et puis donc on a une formation qui dure 2 jours, on nous informe sur les différentes institutions, sur les différents types de handicap. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le frein d'accès financier, c'est-à-dire que c'est pris en charge par les institutions. Du coup, le CREPS prend en charge pour les patients? Alors, les consultations au CREPS sont prises en charge par les institutions locales. Il n'y a pas ce frein d'accessibilité aux soins, que ce soit dans le parcours handigynéco, que ce soit dans les consultations animées par un sexologue que moi j'effectue à peu près 1 fois par mois, mais également dans les animations au sein des institutions. Nous faisons des animations régulièrement pour les éducateurs, parce qu'ils sont éducateurs, mais très souvent, ils sont pas formés en sexualité. Et ils sont en demande. Mais également pour les pensionnaires. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour ceux et celles qui pensent que handicap, bonheur amoureux sont incompatibles? Non, ce n'est pas incompatible. On est des êtres vivants avant tout. Donc, en grandissant, on arrive à s'adapter. En grandissant, on connaît son corps, sa maladie, donc on arrive à s'adapter au quotidien. Donc on arrive à être avant tout des êtres humains comme tout le monde. Moi, je pense que le frein, c'est l'environnement, les accompagnants, les parents, les éducateurs, le corps médical, qui vont peut-être juger en permanence, qui vont être dans une moralisation perpétuelle qui baisse l'estime de soi-même. Et ce genre d'initiative que vous avez mis en place, pour moi, ça permet aux personnes d'avoir une réflexion sur cette question et peut-être d'être plus ouvert d'esprit. Est-ce que ce serait ça peut-être ton conseil, que les gens s'ouvrent, parce que tu nous l'as répété à plusieurs reprises lors de notre échange, que les personnes atteintes de drépanocytose sont des personnes comme les autres, sont des êtres humains comme les autres. Oui, il faut que l'entourage, et puis quand je dis entourage, qui peut être proche ou moins proche, s'ouvre et puis qu'ils puissent se dire, ça y est, on peut lâcher la bride, et puis ça y est, il sait ce qu'il fait, donc la personne qu'elle fait.
Est-ce que tu conseilles aussi peut-être aux personnes de discuter avec des personnes atteintes de la maladie ou de se renseigner? Parce qu'il y a quand même, comme on disait en tout début d'émission, c'est l'une des maladies génétiques, c'est l'une des premières maladies génétiques au monde. Et pourtant, il y a tant de méconnaissances en fait sur ce sujet. Oui, donc il y a deux associations en Martinique qui parlent de la maladie justement, qui font des démarches, qui vont au devant de la population pour leur expliquer ce qu'est la maladie. Donc il faut se renseigner et vous cherchez APIPD sur les réseaux, vous allez trouver, et puis vous renseignez sur la drépanocytose. Ou sinon, au centre de drépanocytose, vous appelez, vous cherchez le centre de drépanocytose, vous allez trouver le numéro et les médecins pourront renseigner les personnes en demande de renseignement. Est-ce que vous avez un dernier message que vous souhaiteriez faire passer? Pour moi, l'important dans le handicap, c'est que la personne soit fière de qui elle est, soit fière de son identité, de sa personnalité, de sa beauté. Et partant de là, lorsqu'on s'affirme soi et lorsqu'on est fier de qui on est, ben, le reste va couler de source en réalité. Et le regard des autres est très délétère parce que nous les regardons très souvent de haut et ce regard leur fait beaucoup de mal. Et ce sont, comme elle disait, ce sont des personnes comme tout le monde, mais qui ont ce petit plus, ce petit truc en plus, parce qu'elles sont très courageuses, parce qu'elles ont la joie de vivre et parce qu'on a besoin d'elles. Et moi, je voudrais rajouter que je fais partie de ce dispositif parce que ça m'est très enrichissant. C'est une source pour moi au quotidien parce que je me nourris en fait du courage de ces personnes. Pas dans le sens où je les plains, mais dans le sens où je me dis waouh, comment tu peux te plaindre de ta vie lorsque tu as un exemple comme ça en face de toi. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'elle et j'invite tout le monde à être dans cette contemplation en réalité. Merci Jennifer. Merci. On a nourri nos corps et nos esprits au cours de cet échange. Merci beaucoup Jennifer pour ta vérité et ta vulnérabilité. Marielle, merci beaucoup pour ton expertise et tes conseils. Bien évidemment, merci à Mélanie pour ce délicieux menu. Si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et abonnez-vous à RIMED, le média pour la santé qui nous ressemble.